Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite d'une vidéo que j'avais faite il y a assez longtemps, mine de rien, vers mi-février, sur la tier list des chapitres de Mathsup. C'est la partie 1 parce qu'on était à la fin du premier semestre, et là on a attaqué le deuxième semestre depuis. Bon, on l'avait déjà attaqué, mais on était au début, donc on était resté au polynôme et aux matrices, si je ne me trompe pas. Déjà on a ajouté des exos à la liste à la liste ce qu'on avait sur les polynômes. Les matrices, on a une suite qui s'appelle Matrice 2 et je vais revenir. Il s'est passé pas mal de choses la dernière fois. Déjà, on a fini l'année. Et oui, l'année c'est fini il y a hier. Oui, le dernier jour de cours, hier. C'était assez intense. Et puis bon, là on se repose et on attend. Précision aussi, je sais pas si des gens sont au courant, les livres de français de l'année prochaine sont pas les bons. C'est génial. C'est ça qu'il y a eu un problème avec ça. Bon, c'est juste précision pour ceux qui sont en prépa actuellement. Apparemment, l'édition pour Eschil n'est pas la bonne. Il faut choisir l'édition folio et pas la GF. Bon, enfin, je mettrai le visuel à l'écran si j'y pense. Et surtout, j'ai travaillé tous les chapitres de l'année, un petit peu au moins, hein, pour être au point dessus. Alors, j'ai remis la liste de ce qu'on avait avant, ce qu'on avait au premier semestre. Peut-être que ça aurait bougé d'ici là, mais globalement, je suis assez d'accord. Alors, peut-être que les chapitres remonteront type polynôme. Je pense que je le mettrai plutôt au début du C, vu qu'on en a fait beaucoup plus et que ça a quand même une saveur. Alors, je veux pas non plus dire que c'est le meilleur chapitre de l'histoire, mais les polynômes, c'était pas si mauvais que ça. Pour commencer par ça, la suite, chapitre polynôme qui s'appelle fraction rationnelle. Et ouais, une suite. En fait, je dirais que c'est pas vraiment une suite, mais un complément. C'est un chapitre, fraction rationnelle, qui demande d'avoir déjà fait les polynômes. Bon, en fait, c'est un quotient de deux polynômes dont le dominateur s'annule pas. Et puis tu dis ça, bon, c'est super barbant, vraiment. Honnêtement, c'est un des pires chapitres de l'année, je pense. Parce que c'est que du calcul. T'as deux formules qu'on démonte même pas. C'est vraiment un chapitre que j'ai pas compris. J'ai pas compris concrètement pourquoi est-ce qu'on faisait ça comme ça. Euh, je sais pas. J'ai pas adhéré du tout. En plus, j'ai des exos de colle qui étaient super barbants, mais que du calcul, quoi. T'avais rien de marrant. Je vais le mettre dans les derniers quand même. Alors pour l'instant, évidemment, les chapitres qui sont bas, ça veut pas dire qu'ils sont forcément mauvais, mais les chapitres que j'ai pas aimé, sans le calcul. Hein. Vous remarquez, en nombre réel, c'est parce que bon, c'était absolument imbitable à l'époque. Peut-être que si on le refait maintenant, ce serait plus compréhensible, je pense. En fait, ça repose sur quelques définitions, notamment bande supérieure, bande inférieure. Ça sert un petit peu, ça, pour notamment beaucoup, je pense, pour un dernier chapitre qu'on a fait. Un dernier chapitre qu'on a fait, c'est les familles sommables. Est-ce qu'ils l'ont mis peut-être. Oui, c'est vrai que là, je remarque qu'il manque quelques chapitres, mais c'est juste que peut-être qu'on a séparé les chapitres qui sont pas vraiment. Ils n'ont pas séparé eux, par exemple. Normalement, tu n'es pas censé séparer fraction et polynôme. Les développements limités. Alors, qu'est-ce que les deux points limités? Ça, c'est vraiment le point fort du programme. Ça, on me l'a teasé l'année dernière. C'est le fait de pouvoir approximer certaines fonctions au voisinage d'un point, par exemple, je sais pas, 0, bah, c'est surtout autour de 0 qu'on étudie. C'est que, globalement, on apprend qu'on peut approximer des fonctions comme exponentielle, sinus, cosinus, logarithme de 1 plus x. Ça, c'est intéressant aussi. Ouais, seulement ln de 1 plus x, pas ln de x. Et ouais, parce qu'en 0, c'est pas défini. Et plein de choses comme ça. Par des polynômes. Par exemple, sinus devient environ égal à x quand x tend vers 0. Mais on peut aller plus loin. On peut, au lieu d'approximer à l'ordre 1, donc on peut approximer à l'ordre 3 par exemple. C'est-à-dire que la puissance maximale dans le développement, ce sera la puissance 3. Donc là, ce sera x moins x puissance 3 sur 6. Bon, faut les apprendre. On a plein. T'as cosinus, t'as ln de 1 plus x, t'as exponentielle x, t'as 1 sur 1 moins x. Ça, c'est assez marrant et très pratique pour le calcul. Bon, t'as plein de trucs. T'as des règles aussi pour transformer ça. Et puis t'as aussi le petit taux qui augmente la précision. Mais ça, on s'en soucie pas trop. En fait, c'est surtout à la fin qu'on veut savoir à quelle précision on est dans le développement. C'est-à-dire jusqu'à quelle puissance de x on est allé. C'est aussi la notion de fonction équivalente. Alors ça ils l'ont pas mis là-dedans, mais deux fonctions sont équivalentes si leur ratio tend vers 1 en plus infini, ou en 0, hein. Là j'ai pris le en plus infini, parce que je peux aussi faire en plus infini, ou en 0, bon, ou en n'importe quel point en fait. Mais généralement c'est 0 plus infini, ce sera rarement autre chose. Fonction équivalente, tu as les fonctions négligeables, comme son nom l'indique, c'est quand tu fais le ratio entre deux fonctions, ça tend vers 0. Ça veut dire que la fonction en haut, du dénominateur, excusez-moi, la fonction du numérateur est négligeable par rapport à la fonction du dénominateur. Enfin, c'est bête. Et aussi le grand O. Bon, le grand O, tu as le petit O et le grand O. Grand O, ça séquencé, au lieu que ça tende vers 0, c'est borné au plus infini. C'est intéressant. Et un lien entre plusieurs trucs. Bon, ça c'est utile pour la suite aussi, pour les séries. Alors ça, on va la mettre en solide B ou A. Je pense que c'était plutôt stylé. Et alors,
pas compliqué, enfin c'est que des formules à apprendre. Alors ça on va la mettre en solide B ou A, je pense que c'était plutôt stylé. Sinon, on a les séries numériques. Alors séries numériques, ça c'était plutôt stylé, justement je fais le parallèle avec les points limités. C'est un de mes chapitres préférés je pense de l'année. Globalement c'est une extension du calcul algébrique mais pour l'infini, pour une suite UN. On va définir la somme des termes de la suite, somme des UN, et on va essayer de voir si la somme converge. C'est-à-dire que si tu prends tous les termes de la suite, en gros, toutes les sommes, ça tend vers plus infini ou est-ce que ça tend vers moins infini, c'est une suite négative, ou autre, ou si ça tend vers un réel, ça converge. Et bien ça, tu as plein de théorèmes. Donc c'est assez intéressant. Ça utilise des points limités, notamment parce que tu as des règles avec les points limités, avec les équivalents, tu as plein de types de séries, hein, donc les séries positives, séries à termes positifs, si on veut être plus exact. Là, tu as plein de théorèmes. Donc, tu as les séries de Riemann, c'est des séries sous la forme somme des 1 sur n puissance alpha, avec une convergence en fonction de la valeur de alpha. Si alpha est strictement supérieur à 1, alors tu as un truc, tu sais que ça converge. N'empêche, j'ai beaucoup aimé ce chapitre. Je sais pas trop pourquoi, parce que j'ai plus bossé que le reste pendant les vacances d'avril. C'était plutôt très stylé. Bon, je vais le mettre en solide B ou en A. Bon, tout va être au même niveau, je pense. Parce qu'il n'y a pas de chapitre vraiment exceptionnel, mais pas vraiment de chapitre qui était atroce. À part Fraction Rationnelle, évidemment, mais il a duré très peu de temps, il ne servait pas grand chose. Ça, c'est méchant. Intégration. J'ai l'impression que c'est surtout une occasion de mettre des intégrales dans l'algèbre. Je pense que c'est surtout ça l'idée. Et en plus, bon, on l'a fait avant les séries numériques, donc t'avais des formules aussi qui étaient à apprendre, t'avais une formule absolument dégueulasse dedans. Qu'est-ce que t'avais la formule de Taylor avec cette intégrale, c'était débile. En plus après, t'as la fameuse unité de Taylor-Lagrange, je crois que ça s'appelait comme ça, c'est absolument horrible. Parce que dedans, tu majores une somme de termes par un truc, par un truc qui est même pas évident, quoi. C'est un truc, il faut encore des calculs pour savoir ça vaut, enfin, c'est absolument dégueulasse. Bon, j'ai pas trop apprécié. En plus, j'ai dû le faire en colle, ça, bon, c'est génial. Bon, solide, non, c'est quand même intégration, c'est quand même le chapitre respect, tu vois. Alors, fonction de variable, ça par contre, c'était vachement bizarre. On l'a fait il y a pas longtemps. On l'a fait il y a quelques jours. Waouh! Alors, j'en ai quand même fait un petit peu. Ouais. C'était quelque chose, hein. Un chapitre. Bah, voilà, c'est très simple. C'est fonction à variable réelle, mais fonction de la variable réelle. Sauf que cette fois-ci, tu prends deux variables réelles. Et donc ça devient un délire. Tu dérives des fonctions à deux variables. Fonction à deux variables, la continuité. Ensuite, la dériabilité. Ensuite, un tas de trucs, mais complètement, complètement abusés. Des règles absolument moches. Parce que tu étudies fonction à deux variables. Et ça, quand même, c'est un plus. Et je pourrais pas le mettre en D. Famille sommable, ça c'est une extension des séries. Alors, il n'est pas marqué là. Famille sommable, c'est une extension des séries. Tu prends une famille de réels positifs, indexée par la famille grand I, qui peut être infinie, hein, évidemment. Et évidemment, hein, évidemment, sinon ce serait pas drôle. C'est-à-dire l'ensemble des sommes que tu peux faire à partir des éléments de la famille pris dans J, qui est une partie de I. Et il faut que J soit fini. Bon, c'est une rigoureusement. Et donc ça, c'est assez bizarre. C'est une sorte d'extension des séries, mais en même temps, il y a un peu de nombre réel, tu vois. C'est waouh, c'est mind-blowing. J'ai kiffé à la fin parce que je trouvais ça vraiment mind-blowing. Mais c'est là que ça servait d'avoir fait les séries parce que t'as des séries usuelles. L'algèbre, alors ça, c'est quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'un espace vectoriel? Parce que c'est le mot qui revient. C'est quasiment que ça. Hein. T'as une petite partie probabilité de nombrement, mais c'est que de l'algèbre. Alors l'algèbre de sup, c'était quelque chose. Qu'est-ce qu'un espace vectoriel? Bah, en fait, il faut se ramener à ce qu'on avait eu sur les trucs algébriques. C'est pour ça qu'on a eu le chapitre avant. Tu munis un ensemble, E, de deux lois. Et en fait, dans ces ensembles, dans l'ensemble d'un espace vectoriel, il y a deux entités. Il y a les vecteurs, il y a les scalaires. Et en fait, tu peux multiplier un vecteur par un scalaire, de sorte que le scalaire fois le vecteur, ça reste dans l'ensemble. Donc c'est stable par multiplication. Et ensuite, tu as l'addition. Donc le plus usuel, hein, tu as deux vecteurs. Il faut que l'ensemble soit stable par les deux lois. Et paf, tu as ton espace vectoriel. Et en fait, on se base sur ça jusqu'au bout. Alors, où est-ce que je le mets? C'est tellement évident. Je pense que je vais le mettre au même niveau que ce truc algébrique. C'est un chapitre qui est. Comment on peut le noter, quoi? C'est l'introduction à la moitié de l'année. Ton espace vectoriel, tu peux le former à partir de plusieurs vecteurs de base. Ces vecteurs peuvent être une infinité, évidemment. Donc là, on parle de la dimension d'un ensemble. C'est le nombre de vecteurs qu'il faut pour créer ton ensemble. Alors, c'est le nombre de vecteurs minimal. Hein, et donc, c'est d'où la notion de famille génératrice
et famille libre. Il faut qu'elle soit pas trop petite, sinon tu n'auras pas assez de vecteurs pour former l'entièreté de l'ensemble, des vecteurs de l'ensemble. Et il ne faut pas qu'elle soit trop grande, sinon tu as un risque que certains des vecteurs, bon, un risque, c'est un bien grand mot, pour que certains des vecteurs soient combinaisons linéaires des autres vecteurs. Et donc il y a des intrus dans le lot. En fait, tout le début de l'algèbre, sur les vectoriels, évidemment, l'algèbre linéaire, ça repose sur ça repose sur déterminer des bases d'ensemble. T'as appliqué la définition au début, bon, c'était assez barbant. Ça devient plus intéressant quand on parle d'application linéaire. Ça, par contre, c'était le début, de l'âge d'or de la prépa. Je ne sais pas, mais c'est là qu'on a commencé à se rendre compte que ouais, c'est stylé. C'est quand on définit les applications linéaires, comme son l'indique, hein, donc des applications qui agissent sur des aspects vectoriels. Et assez applications linéaires, alors elles ont pas mal de propriétés. On définit le noyau d'une application linéaire, on définit l'image d'une application linéaire. Bon, c'est plein de trucs qu'on avait déjà défini, il me semble, en structure algébrique. Théorème Durand, caractérisation des symétries des projecteurs. C'est un truc quand même. Ça fait si longtemps que ça, hein, je me rends compte, on a quand même fait plus de 10 chapitres depuis. C'est qu'en plus on a déjà vu la notion d'anneau, de corps, ainsi de suite, donc ça permettait d'interpréter certaines propriétés qu'on avait sur les ensembles. Alors matrice 2, je suppose que c'est matrice version algèbre, parce qu'il y en a un qui c'est matrice calculatoire, parce que tu en as besoin, hein, c'est que calcul sur les matrices. C'est plus ce qu'on faisait en terminale en fait. Hein. Terminale, mais avec un petit peu plus de trucs, pas grand chose de plus. Sur la sensibilité des matrices, grand chose. Là, matrice 2, on commence à voir des choses. Matrice 2, c'est le chapitre où on découvre que les matrices ne sont pas que des tableaux de nombres, mais ce sont aussi des applications linéaires, et oui, en quelque sorte, parce qu'il existe un isomorphisme entre les applications linéaires, l'ensemble des applications linéaires, et l'ensemble des matrices de telle dimension. Bon, c'est génial. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque matrice, tu peux associer une application linéaire. Et donc, sur une base, je précise, c'est vraiment les chapitres incontournables de la sup, je pense. J'ai l'impression que au bout d'un moment, quand tu vois les matrices, t'as l'impression que tout le reste disparaît. C'est que maintenant, les applications linéaires, on parle de matrices. Je sais que dans les exos, avant on parlait d'applications linéaires, et après on parle de matrices, et tu dois invoquer l'application linéaire associée à la matrice pour pouvoir faire des calculs. Et ça c'est vraiment, c'est vraiment un niveau quand même. Donc oui, les matrices ne sont pas des tableaux de nombres vides de sens, comme on a vu dans la case D, hein, évidemment, mais ce sont des applications linéaires. En fait, ton tableau, ça va représenter les diverses transformations que va effectuer l'application linéaire sur les vecteurs de ta base. Mais donc, comme j'ai dit que chaque vecteur de l'espace vectoriel E était combinaison linéaire des vecteurs de la base, alors tu connais tout. Et ça, c'est génial. Mais ceux-là, ils sont tellement dissociables. C'est les 3 chapitres. Même nous, on a découpé ça en plus de trucs. Notamment les matrices. T'as une seconde partie sur les matrices. T'as le rang d'une matrice. T'as la trace d'une matrice. Qui est pas très intéressante d'ailleurs. Je pense que ça sera plutôt en deuxième année. Où t'aurais dessus. Là, on a quasiment rien. T'as les matrices équivalentes, matrices semblables, parce que tu peux transformer une matrice. Le rang d'une matrice, c'est intimement lié à la notion de base. Là, on est dans l'algèbre binaire, c'est qu'on va définir les produits scalaires. Un espace euclidien ou pré-hilbertien, c'est un espace vectoriel auquel tu ajoutes une autre loi en quelque sorte, une autre opération, enfin le produit scalaire, qui est une application bilinéaire. Bon, une application bilinéaire, c'est une application qui est linéaire à gauche et à droite, c'est-à-dire qu'elle prend deux arguments, c'est une application à deux variables. Là, on découvre qu'il n'y a pas qu'un seul produit scalaire. En fait, un produit scalaire, c'est juste une application qui vérifie pas mal de propriétés, mais t'en as plein. T'as pas que le produit scalaire canonique qu'on voit dans R, enfin dans R puissance n. On définit aussi la norme, on définit les distances. Enfin, et finalement, le produit scalaire, c'est juste une opération que tu effectues entre deux vecteurs. Hein. C'est tout. Et puis à la fin, ça donne un scalaire, donc un nombre réel. Et s'il est nul, ça veut dire que deux vecteurs sont orthogonaux. Et tu peux définir des ensembles qui sont orthogonaux à d'autres, que si chaque élément de l'ensemble, de chaque ensemble est orthogonal à l'autre. En découle, le plus terrible, c'est la notion de base orthonormée. Bon, pour ça, je pense que je vais le mettre en B, mais un peu plus haut. Oh, je vais le mettre en B, tiens. Je pense pas que je pourrais le mettre au-dessus de l'équation différentielle linéaire. Je pense que je vais le mettre là. Bon. Et terminant, je me rends compte, j'ai oublié d'en parler. Oh oui, orthomorphisme orthogonaux, on va leur mettre ça là. Sur le même nœud, on avait ça en une seule leçon, donc là ils le mettent en deux, je pense que c'est pareil. Déterminant, alors déterminant, c'est un outil absolument atroce. C'est-à-dire que la formule est dégueulasse, mais en fait, tu as plein de manières de calculer facilement un déterminant. Alors qu'est-ce qu'un déterminant? Donc d'abord déterminant d'une famille, après déterminant d'une matrice évidemment, parce que ça peut pas, on peut pas. Là, il peut définir, enfin vite on définit les déterminants d'une fonction, parce qu'une matrice c'est une fonction comme j'ai expliqué, en quelque sorte. Globalement, un déterminant, c'est un outil qui permet de savoir si une famille est libre ou pas. Dans le cas d'une matrice, donc si tu prends un déterminant d'une matrice, donc d'une application linéaire en fait, hein, eh bien, ça permet de savoir si elle est inversible.
parce que tu vas pouvoir savoir si l'une des colonnes est combinaison linéaire des autres. Ah, ça c'est fort. Si le déterminant est nul, ça veut dire que, ta matrice est en fait composée d'une des colonnes qui est une fausse colonne. Qu'on avait démontré avant, en fait ça se construit au fur et à mesure, hein, évidemment. Le déterminant c'est juste un outil en plus. Je trouvais ça stylé. Il y avait des trucs qui étaient stylés parce que t'as plein de manières de calculer les déterminants différentes, on en découvre plein d'autres. Alors qu'au lycée on avait qu'une seule manière, c'était une manière pour un déterminant de 2. 3-3, ta méthode de Sarus, mais c'était. Ta méthode de Sarus, t'as un truc avec les. Où il faut décaler, enfin c'était un truc que j'ai jamais utilisé. On a d'autres méthodes en prépa qui sont beaucoup plus efficaces. Et enfin, là on attaque le lourd, on attaque la fin du programme. Là, avis tranché, hein, les probas. Alors les probas, ça on aime, ça on n'aime pas. Non, je rigole, je pense que personne n'aime les probas. Je suis désolé. Il y a quand même des gens qui sur les Discord qui aimaient beaucoup les probas, sur les Discord MP2I, j'ai l'impression. Euh, Il y a des gens qui trouvaient ça stylé, qui voulaient en avoir plus, qui voulaient avoir les probas des ECG, parce qu'évidemment les ECG ont des meilleurs probas que nous, normalement. Parce que c'est pas notre filière, hein. Nous, notre filière c'est voilà, théorie, des maths, de l'algèbre, de l'analyse un peu moins, mais de l'algèbre, de l'algèbre. Alors que eux c'est des mathématiques financières, peut-être un peu plus, je sais pas trop, en fait, je sais pas ce qu'ils étudient, pour être honnête, mais je sais qu'ils ont un programme de maths assez chargé aussi. N'empêche, nombrement, c'était sympa. Nombrement, bon, excusez-moi d'expliquer ce que c'est, voilà, ce qu'on faisait en terminale, en gros, mais plus. Les démos étaient what the fuck. Alors, on va être d'accord, c'était démontrer que 1 plus 1 égale 2, hein, faut être honnête, mais de manière complètement ensembliste. C'était, je sais pas si c'est extraordinaire ou si c'est absolument horrible. Nombrement, donc ce sera quand même un 7 tiers. Faut pas déconner, hein, faut pas se foutre la gueule du monde. Proba, ce sera D. Je pense qu'il y a pas de débat, il y a pas de débat. Pourquoi? Parce que c'est des probas en fait. Comment est-ce que les probas peuvent être plus hauts que des? Vous m'avez compris. Non, sans déconner. Les probas. Waouh. Les probas, Alors, au début, vraiment, je haïssais ça. Et puis petit à petit, j'ai commencé à, à essayer de faire des exos et, et à trouver que c'était encore plus nul. Les exos les plus durs, c'est les exos d'analyse. Je vais vous montrer un peu le niveau. Alors je pense que variable dedans ils ont mis espérance. Espérance et variance. Ce que je trouve très drôle, c'est que les c'est des variables aléatoires. Et ce ne sont pas des variables, elles ne sont pas aléatoires. C'est quand même le meilleur nom possible. Je sais même je sais même pas quoi vous dire sur les probas. C'est ça qui est fou, hein. C'est que tu vois, les algèbres, il y avait pas mal. J'ai dû me couper. L'analyse, c'est une chapitre que j'ai pas mal aimé, donc j'ai dû. Même avec 3 chapitres, mais j'ai quand même dû faire quelque chose. Là, 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 c'est. Je sais pas. C'est partagé entre du dégoût et de la haine. Qui évidemment abuse toujours. Non, j'ai bien. Je m'attendais à des choses, parce qu'on a parlé. Des gens ont dit que les probas étaient meilleurs qu'en terminale. Oui, je confirme. Les probas sont quand même meilleurs qu'en terminale, parce que là, t'as du suspense. Mais. Borf. Allez, ça remonte ici. Si on veut être honnête. Ça rend. C'est moyen, tu vois. C'est égal. Tu vois, il y a C, c'est moins, et au milieu, t'as le milieu. Ça fait quand même beaucoup de chapitres. Euh, et aussi, je pense que le biais vient du fait qu'on soit arrivé à la fin de l'année, qu'on soit vraiment fatigué. C'est un peu comme les algèbres linéaires. On a pas, j'ai pas beaucoup fait. Parce qu'on est arrivé à la fin de l'année, il y avait d'autres trucs. On faisait d'autres trucs en même temps, quoi. On faisait souvent des exos de proba en TD, donc évidemment, ça m'a pas. Bon, on a pu en faire beaucoup. Il n'y a pas eu de DS non plus sur les derniers chapitres. Les derniers chapitres de l'année, il n'y a pas eu. Donc, ça. J'ai pas oublié de parler d'un truc, c'est l'espace affine. Ça, on l'avait fait à part, mais ça doit être pris dans l'espace vectoriel. Parce que c'est un sous-espace affine d'un espace vectoriel. Et ouais. Et j'aime pas la leçon. Enfin, c'est génial. Qu'est-ce que c'est c'est quelque chose de barbant et géométrique. Et c'est pour ça que je pense que je vais baisser. Non, ça serait bizarre de mettre l'espace vectoriel. Oui, on met l'espace vectoriel au-dessus des vectoriels linéaires. Mais je pense que ça n'a un peu aucun sens pour l'algèbre de classer les chapitres. Parce que finalement, c'est tous les mêmes. Enfin, je veux dire, quand tu vois déterminant, quand tu fais déterminant, tu fais souvent autre chose en même temps. Parce que c'est un vrai exo, il n'y a pas que déterminant. Il y aura d'abord des vecteurs linéaires, donc des matrices. Mais les matrices, elles se basent sur quoi? Elles se basent sur. Enfin, les vecteurs linéaires, elles se basent sur quoi? Sur un espace vectoriel. D'ailleurs, en parlant de synthèse de l'année, la banque CCNP, ça c'était vraiment cool. Alors, il n'y a pas d'exo vraiment incroyable. Il y a des exos qui étaient un peu plus relevés que d'autres, ça c'est certes. Mais c'était pas. Je trouvais ça marrant parce que ça m'était de réviser un peu l'année. Vraiment, c'est bien préparé à l'école, ça. Donc, bon, deuxième année sera plus utile. Euh, je vais le mettre en B. C'est pas vraiment un chapitre, mais c'est un complément. Et ça fait une belle année quand même, hein. Ça fait une belle année. Et enfin, oui, on a fini l'année. C'était quelque chose. Alors, c'est que les maths, évidemment. Je pourrais faire une qualité de chapitre en info, en physique. Non, en physique, ça va être terrible.
Surtout qu'il y en a la moitié que j'ai pas bossé. Je sais pas, il y en a que j'ai même pas lu, vous vous rendez compte. On est à ce niveau-là, quoi. Euh, Même sinon, il se passe quand même des choses sympas en physique aussi, hein. La thermo, même si on n'a pas une thermo de fou, parce qu'on a un MP2I, parce que j'ai un MP2I. C'est le programme de maths, mais c'est pas exactement le même programme de physique, un petit peu moins, mais pas grand chose. En deuxième année, on verra les différences, normalement. L'info, il s'est passé beaucoup de choses par contre, hein. L'info, ça a step up grandement depuis la dernière fois. Euh, Ça a vraiment monté, hein. La difficulté a vraiment monté. Et donc ça pourrait être beaucoup plus intéressant de faire une analyse des chapitres d'infos, parce que là, il y a des choses à dire. Je pense que ça serait plus intéressant de faire une analyse de chapitres d'infos que de maths. En y repensant, jusque l'info à l'époque, bon, je m'en foutais. Et oui, donc on arrive à la fin de l'année. C'était assez éprouvant, mais on l'a fait, hein. Bon, après je précise aussi que la très grande majorité quand même du programme de sup en MP2I, en tout cas même en MP2I avec de l'info, je suis en option info, et bah c'était des maths en fait. C'était des maths. C'est vrai que l'info aussi est partie un petit peu plus dans le côté mathématique, théorique, abstraction, qu'avant où c'était un peu plus du codage. Mais là, waouh. Ouais, en termes de maths, bah, c'était bien. Tu comptes l'info avec. On arrive donc là, on est le 28 juin, hein, on est vraiment à la fin de l'année. Les cours sont finis. Et ouais, ça fait 34 chapitres, 34 semaines de cours. C'est une année vraiment très longue, une année les plus longue scolarité, hein, parce que en fait, à part au collège, tu fais pas autant de temps. Euh, le collège ou primaire, même primaire, enfin, c'est un peu comme la primaire ou le collège, le prépa en termes d'horaire. Tu fais 34 semaines. Et c'est assez hallucinant le nombre de trucs qu'on peut faire en 34 semaines. Apparemment, en deuxième année, c'est encore pire parce que tu as un programme aussi grand, voire plus grand que ça, et en moins de semaines. Et donc je me demande comment ça va se passer. Sachant que je vais en MPI, donc la filière où il y a le plus de maths, comme les MP, il y aura de l'info partagée. Enfin, il y aura un peu moins de physique et plus d'infos. Et j'ai pas l'option. Là où les MP ont option SI, option info, bah moi en fait j'ai tout. J'ai tout en info pour ce cas-là. Donc bon. En gros, c'est une MP option info plus. Alors pour comment ouais, en plus, j'ai même pas dit ce que je faisais. Oui, donc je suis en MP2I dans un lycée de province. Pas un lycée parisien, donc un lycée de province. Donc, conclusion de la prépa, c'était cool finalement. Finalement, on s'amuse bien, hein. On se rend compte que ça passe vite, hein. Entre 4 semaines, ça passe très vite, hein. Le début était le plus dur, je pense. Les 6-7 premières semaines étaient dures. Ensuite, t'as eu les vacances, et puis à partir de Toussaint, ça fonce. Jusqu'à Noël. À Noël, t'es explosé, parce qu'on s'est pris 7 semaines d'affilée. Tu te reposes et puis t'arrives, on est en janvier, quand on est déjà à la moitié de l'année, on arrive au premier semestre, tu fais ton choix d'option. Et puis oui, voilà. En plus, j'ai même pas expliqué comment ça se passait. Ouais, moi je pensais faire une vidéo sur la MP2I parce que c'est assez intéressant. C'est avec tout présenter la filière. Je pense vraiment présenter la filière MP2I. Je voulais faire ça. Euh, Avec le Discord MP2I aussi que je pourrais présenter. Ce qui est important pour l'instant, je ne sais même pas faire des vidéos de maths, c'est faire des vidéos sur la MP2I parce que il vaut mieux pub la prépa plutôt que pub les chapitres de maths qu'on fait. Je pense que c'est plus intéressant de pub la prépa. Donc ouais, pour la prochaine fois, je pensais faire une vidéo sur la prépa. J'ai plus en plus réfléchi, hein, depuis bien un mois là, j'y pense. Je me dis il faut faire une vidéo sur la prépa parce que c'est important, il faut informer les lycéens parce que Parcoursup est passé en plus, et on a eu la phase lycéen, évidemment, du lycée, où tu commences à avoir des visites. Mais oui, comme vous voyez, on a beaucoup de maths, mais on a aussi de l'info, donc ça fait une sorte de filière triple matière, et évidemment, il y a une matière qui est un peu délaissée, c'est la physique. Je vous ferai une vidéo sur la MP2I, assez courte, une vidéo de 5-10 minutes, hein, vraiment en préparation, sans préparation, juste je mettrai un diapo MP2I que j'aurais trouvé, et puis avec les horaires, et puis voilà, je vous expliquerai évidemment vite fait comment ça se passe. Et au début, je vais faire une vidéo sur mon lycée, une présentation et tout, mais bon, trop tard, hein, et si je la fais en deuxième année, c'est un peu tard. Un peu très tard même, hein. Je pense que j'aurais dû la faire vers janvier. J'aurais dû faire vers janvier parce qu'en plus j'ai fait les JPO de mon lycée. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de trucs qui étaient pas clairs sur la prépa. Et que la MP10 c'était pas. Ouais, avec les gens qui avaient vu, je me suis rendu compte que c'était pas très clair. Des gens vraiment motivés, hein. C'est chose incroyable. Mais que c'était pas très clair. C'est fini. On se reverra la prochaine fois.